Un truc que j'ai remarqué en regardant un peu vos cahiers, c'est que par souci de vitesse, j'imagine, vous sautez peut-être des fois la première étape, ce qui n'est pas grave tant que le résultat est correct. Mais je tiens à vous faire remarquer que la première étape, ça reste et ça restera toujours d'identifier correctement les trois coefficients. Alors je vais le faire pour les trois, comme ça, de sorte à vraiment mettre ça en valeur. Ici, A est égal à moins 1, B est égal à moins 6, C est égal à 10. Y a-t-il des personnes qui pensent autrement? Non? Attention au signe, oui. Ah non, 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 non. Dans le contrôle, l'important c'est de répondre à la question résoudre les inéquations suivantes. D'accord? En justifiant, bien entendu. Mais cette étape-là n'est pas nécessaire. Cependant, je pense que n'ayant vu des erreurs la dernière fois, ça peut être encore intéressant de choisir stratégiquement de perdre une demi-seconde de plus sur ce type de petit passage et faire moins d'erreurs après. Celle-là, c'est un peu plus simple parce que sont dans l'ordre. A égale à moins 2, B égale à 16, C égale à moins 30. Ici, évidemment, dans la troisième, je fais la décomposition ABC seulement pour l'identification ABC, pardon, seulement pour le numérateur, hein, le dénominateur ne comportant pas de second degré. Et donc ici, je vais affirmer que A est égal à moins 1, que B est égal à 7 et que C est égal à moins 10. Voilà, avec tout ça, je peux faire les études qui me sont demandées. Bon, ok. Alors, première chose, le premier discriminant, je vais l'appeler delta 1, ça va être du coup B au carré, moins 4 fois moins 1 fois 10. Autrement dit, 36 plus 40, pardon, voilà, c'est-à-dire 76. Le deuxième discriminant, il est égal à B au carré, c'est-à-dire 16 au carré. Or, 16 au carré, vous le savez très bien, ça fait 256. Est-ce que je surprends quelqu'un ou pas? Ça va? Bon. 256, 6 fois moins 4, fois moins 30, fois moins 2. Voilà. Il y a 3 signes moins, donc il ne reste qu'un seul. 2, je peux les rendre des plus. Et donc là, c'est 256. Et donc ça va faire 8 fois 30, donc moins 240, ce qui nous laisse comme résultat 16, ce qui est agréable, car je sais que sa racine carrée, ça va être 4. Enfin, pour le troisième discriminant, vous avez 7 au carré, donc 49, moins 4 fois moins 1 fois moins 10. Encore une fois, il y a la règle des deux moins qui deviennent plus. Et donc ici, je me retrouve avec 49 moins 40, donc 9. Encore une fois, c'est agréable car j'ai des carrés parfaits. Alors, les trois discriminants ici sont positifs. Donc, dans les trois cas, j'aurai deux racines distinctes dans l'étude de ces trois polynômes de degré 2. Encore une fois, ne faisons pas d'erreur. Hein. Ici, je ne suis pas encore en train de résoudre des inéquations. Je suis juste en train d'étudier les trois polynômes de degré 2. OK? Donc là, je vais faire le premier, celui-là. Il a donc deux racines distinctes, donc x1 et 2, qui sont égales à, du coup, moins b. Alors ici, b, c'était, alors là, j'ai déjà oublié, c'était moins 6, donc c'est 6 plus ou moins la racine carrée de 76 divisé par 2 fois a. Or, le coefficient a, c'est moins 1. Donc là, c'est moins 2. D'accord? Alors, ce symbole plus ou moins, ça veut dire qu'après, il va falloir quand même le séparer en deux morceaux. Donc ça, c'est 6 plus racine carrée de 76 divisé par moins 2. Et ici, du coup, vous pouvez mettre le moins devant la fraction et laisser juste le 2 au dénominateur. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour mettre en relief le fait que tout ça, ça va être quelque chose de négatif. Je ne sais pas de combien, mais c'est sûr que c'est négatif. D'accord? Parce que j'ai un moins devant et dedans, j'ai un truc positif, plus un truc positif, plus encore, divisé, excusez-moi, par encore un truc positif. Bref, tout ça est moins devant un truc qui est complètement positif. Et d'ailleurs, je peux même essayer d'estimer un peu la valeur. D'accord? Je sais par exemple que, et ça c'est intéressant parce que voilà, il n'y a pas toujours des exercices avec les valeurs qui vont vous faire des carrés parfaits et tout. Parfois, il y a des exercices où il y a des racines et il faut savoir traiter avec les racines. Est-ce que quelqu'un pourrait m'encadrer par exemple entre qui et qui se trouve la racine carrée de 76? Entre deux entiers, j'aimerais bien avoir. Par exemple, entre 6 et 7, entre 4 et 5, entre 1 et 2. Où est-ce que je peux l'encadrer celui-là? Entre qui et qui? Pourquoi? Et tu as absolument raison. Ça, c'est absolument plus grand que la racine carrée de 64 et plus petit que la racine carrée de 81. Donc, je peux affirmer
a raison que ça, c'est entre 8 et 9. D'accord? En exploitant le fait que la racine carrée, c'est une fonction croissante. Vous vous rappelez, c'était une propriété que nous avons déjà exploitée dans un exercice il y a un peu de temps. Bref, sachant qu'on est là-dedans, bah, je sais du coup à peu près que, imaginons que, approximant, faisons que c'est 8, d'accord? Si c'est 8, ça fait 14. 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, c'est à peu près moins 7. Allez, on va se l'approcher comme ça. C'est important de savoir placer les points, vraiment. Ça va devenir très important. La preuve, faisons l'autre qui est un peu moins simple parce que du coup, vous avez 6 moins racine carrée de 76 divisé par 2. Attention avec un moins, bien sûr. Et alors là, la question c'est, est-ce que ça c'est positif ou négatif? Si, on sait. Positif ou négatif? Alors, pourquoi vous dites que c'est positif? Le numérateur, le dénominateur qui est simple, il est comment? Oui, mais le dénominateur, il est pas... Ok, mais faisons ça doucement. Moins 2, il est comment? Négatif. Allez, ça, vous l'avez compris. 6 moins racine carrée de 76, il est comment? Positif ou négatif? Regardez la valeur de racine carrée de 76 et vous comprendrez qu'il est forcément, le numérateur ici, négatif. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est positif. Je peux même avoir une estimation de à peu près combien ça vaut. C'est à peu près 1, effectivement. D'accord? Car je fais 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait effectivement approximativement 1. Voilà. Ça, c'est très utile. D'accord? Vous allez le voir dans quelques instants. Maintenant, comme je suis en train de le faire en échelle, du coup, je fais la deuxième qui avait un joli discriminant égal à 16. Donc, les deux racines distinctes, ce sera B, c'était ici 16 d'ailleurs. Super. Donc, c'est 16 plus ou moins racine carrée de 16, donc 4. Le tout divisé par 2 fois le coefficient A. Or, le coefficient A, c'était moins 2. Voilà. Donc, ici, je fais moins 2 fois 2. OK? Donc là, c'est simple. Je fais les calculs directement sans trop me poser des questions. 16 plus 4, 20 divisé... Quoi? Oui, mais dans la formule, c'est moins B. Attends, c'était 16 ou moins 16 dans le coefficient? Oh, merci beaucoup. Non, mais c'est juste que comme je ne les ai pas tous sous les yeux, parfois, je me trompe de signe. Merci beaucoup. Donc, c'est moins 16. Et du coup, je fais moins 16 moins 4, ça fait moins 20. Moins 20 divisé par moins 4, ça fait 5. Parce que j'ai négatif et négatif. Et de l'autre côté, je fais moins 16 plus 4, donc ça fait moins 12. Moins 12 divisé par moins 4, ça fait 3. Voilà. Vous avez trouvé ça? Yes. Vous pouvez le dire avec bonheur, hein, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, j'ai la dernière que je vais donc faire ici. Là, j'avais B qui est égal à 7 et A est égal à moins 1. Donc, x1 et 2, ça va faire moins 7 plus ou moins racine carrée de 9, donc 3. Le tout divisé par moins 2 parce que c'est 2 fois moins 1. Alors, du coup, si je fais cette opération, je trouve alors dans un cas, moins 7 moins 3, ça fait moins 10 divisé par moins 2, ça fait 5. Dans l'autre cas, je fais moins 7 plus 3, donc moins 4. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Est-ce que vous avez trouvé cela également? Oui? Ah, je suis content. Ok, maintenant qu'on a analysé les trois polynômes, comment on s'en sert? Comment on s'en sert maintenant? Alors, pour les trois, il y aura trois comportements à étudier différents. Du coup, selon la question qui est posée, d'accord? La première question, c'est une équation où je demande inférieur ou égal à 0. Alors, dans la première, du coup, je sais que j'ai deux racines distinctes, sont à peu près égales à moins 7 et à 1. Donc, pour celle-là, vous devez imaginer que vous avez une parabole qui sera, elle, orientée vers le bas parce que A est égal à moins 1. Autrement dit, elle est triste, elle est comme ça. Et je sais également que les deux valeurs seront, ici, je vais mettre la racine moins 6 plus racine carrée de 76 divisé par 2. Et là, je vais mettre moins 6, pardon, excusez-moi, 6 moins racine carrée de 76 divisé par moins 2. Ok? C'est comme ça qu'on les avait rangés et c'est important. Et du coup, comme je demande quand est-ce que c'est négatif, ce sera du coup dans cette partie-là, dans ces deux parties-là. Et donc là, les intervalles qui réalisent cette demande, donc que la fonction soit négative,
eh ben, ils seront les deux intervalles, moins l'infini, point virgule, moins 6 plus racine carrée de 76 divisé par 2, inclus, parce que c'était inférieur ou égal, réuni avec 6 moins racine carrée de 76 divisé par moins 2, point virgule, plus l'infini. Voilà. Alors, il y avait une étape qui était possible dans cet exercice, c'était une simplification ultérieure de la fraction, mais pour le... Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais poser comme question. Non. Mais voilà, je vous le détaillerai une autre fois parce que là, sinon, je n'ai pas le temps. Oui. Moi, je trouve que la fraction, elle est... Enfin, la fonction. La fonction. Avec des signes. Oui, je sais, mais je crois que... A est négatif ici. Oui. Donc, elle est triste. Mais avec le tableau des signes, je trouve qu'elle est positive. Avec le tableau de signes, tu trouves qu'elle est positive? Bah, quand tu étends vers moins l'infini, c'est plus. Ensuite, à moins x1, elle est négative. X2, elle repasse positive. Et après, elle tend vers plus. T'es sûr que là, tu l'as fait à la calculatrice, tu as fait comment ça? Le tableau des signes? Oui. Non. Tu l'as fait comme moi? Ouais. Enfin, j'ai les deux valeurs et j'ai x1 et x2 les mêmes. Oui. Et bah, c'est comme ça qu'on trouve le tableau des signes. Hein. Là, je viens de trouver le tableau des signes. C'est juste que, comme ça m'intéressait seulement de savoir où est-ce qu'elle était négative, j'ai juste marqué les intervalles où elle était négative. Mais ça, c'est le tableau des signes, hein, parce que clairement, ça c'est moins, ça c'est plus, ça c'est moins. Oui, mais pour moi, ça me fait moins, donc ça fait plus. Mais pourquoi tu fais la multiplication de moins fois moins? Ici, il n'y a pas d'étage, il y a une seule fonction. Donc, c'est juste son signe qui nous intéresse. C'est dans la dernière où il y aura deux étages, et du coup, là, tu fais le produit des signes. Ici, tu fais le produit de quel signe? X. X. En fait, j'ai fait la forme factorisée. J'ai fait X, non, A, fois X moins 5, fois X moins 2. D'accord. Et si tu fais ça, ça fait du coup moins 1 fois... Ok. Divisé par 2 fois l'autre X moins celle-là. Ok. Et du coup, ce moins-là, il te change tous les signes. D'accord? J'avance. Donc la deuxième, c'était, on demande quand est-ce qu'elle est négative, cette fois-ci stricte, et on sait que la deuxième, c'était 5 et 3. Bon, là, je pense que je peux glisser celle-là ou vous voulez la réponse aussi? C'est négatif, et je crois qu'ici aussi, on est parabole triste. Oui, parabole triste. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est du coup moins l'infini, 3 exclu, réunion avec, exclusion, 5 plus l'infini. La parabole, en fait, la parabole, c'est facile parce que la parabole a la même forme, mais juste les valeurs des solutions, donc des racines, changent. Là, c'est 3 et 5, donc voilà, je les ai juste remplacés par rapport à la première, c'est exactement pareil. Et évidemment, j'ai aussi dû exclure les extrêmes, parce que ici, je demandais inférieur strictement à 0. Et enfin, c'est la dernière qui est plus intéressante quand même, parce que là, j'ai un dénominateur, et j'adore les dénominateurs. Alors déjà, cette parabole, elle est encore une fois triste. Donc, ce que je peux affirmer avec sa tristesse, c'est sûr que là, ce sera négatif plus et négatif. Donc, quand je fais mon tableau, je vais avoir ce premier étage-là. Du coup, ça va être le numérateur. C'était... oh là là, qu'est-ce que c'était? Alors, 7x moins x au carré moins 10. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre, j'avais 2 et j'ai 5. Et donc, on a dit que c'est négatif, positif et négatif. Ici, c'est égal à 0. Et donc, super, c'est comme ça. Là, j'ai plus l'infini, là, j'ai moins l'infini. Et maintenant, j'ai le petit dénominateur à étudier qui est très simple. Et le dénominateur, du coup, qui est juste 2x moins 1, si ma mémoire est bonne. Yes, Alzheimer n'a pas encore frappé. Donc là, je veux savoir... Quoi? C'est plus 1. Voilà, Alzheimer a frappé alors. Est-ce que je dois faire confiance ou pas à mes neurones? Oh là 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 là. C'est moins. Yes. Donc là, je mets moins. Ce qui nous dit que personne n'est toujours en pleine sécurité. Faites toujours attention aux erreurs de distraction. D'accord? Laissez Alzheimer d'un côté maintenant, mais sérieusement,
quand on est pressé, et là vous étiez pressé parce que vous avez le temps à rebours, on fait parfois ce type d'erreur. Moi-même en premier, vous l'avez vu. Mais voilà, essayez de ne pas le faire. En plus, en général, vous aurez toujours un sujet très clair devant vous. Et sachez que perdre en demi-seconde à relire une deuxième fois l'énoncé, ça n'est pas du temps perdu. Donc 2x moins 1, je veux savoir quand est-ce que c'est positif, mais strictement. Strictement parce que c'est au dénominateur. Et donc ici, je résous en 2 secondes. Ça fait 2x supérieur à 1, x supérieur à 1 demi. Donc ici, la valeur à chercher, c'est 1 demi. Et donc, je sais que la fonction 2x moins 1, elle va être positive pour x supérieur à 1 demi. Alors, 1 demi se trouve ici. Donc, je fais sa place à lui. Je sais qu'il y a la double barre parce que la fonction ne peut pas être définie à ce moment-là. Et donc, je sais qu'elle était positive ici, cette belle fonction, ce beau dénominateur, et négatif du coup ailleurs. Ce qui fait que dans l'espace entre 1 demi et 2, le polynôme de second degré, il est quand même négatif. Donc, je rajoute un petit moins juste ici. Et maintenant, je peux faire donc la fraction, le signe de la fraction en entier. De cette façon, du coup. Et j'ai 4 intervalles à étudier. Alors là, il y a la valeur interdite. Là, j'ai un plus. Là, j'ai un moins. Là, j'ai un plus. Là, j'ai un 0. N'oublions pas. Là, j'ai un autre 0. Et là, j'ai moins fois plus. Ça fait moins. Donc, plus, moins, plus, moins. Donc, passons du coup à Bernoulli et compagnie. Vous avez ici un magnifique schéma de Bernoulli. Je vous rappelle qu'un schéma de Bernoulli, c'est quoi? C'est le schéma avec un arbre que l'on peut obtenir quand on considère une épreuve de Bernoulli répétée un certain nombre de fois. Ici, je suis en train de répéter, je ne sais pas quelle expérience aléatoire, mais dans tous les cas, je peux voir clairement que je reproduis un certain nombre de fois une certaine expérience aléatoire. Combien de fois je la répète? Pouvez-vous le déduire directement? 3 fois. Je peux déjà marquer que n est égal à 3. N, c'est toujours le nombre de répétitions dans ce lexique. D'accord? Pourquoi vous dites 3 fois? Ben, c'est simple. C'est parce que vous regardez qu'il y a ici une bifurcation, ici une deuxième bifurcation pour chacune des bifurcations précédentes, bien entendu, et ici encore la même chose. D'accord? Pratique. 1, 2, 3. Bon. Ensuite, j'aimerais aussi savoir quel est le paramètre d'un schéma de Bernoulli, et vous savez que le paramètre, en fait, c'est le même paramètre que pour la loi de Bernoulli. Or, la loi de Bernoulli avait comme paramètre la probabilité du... Yes. Et donc ici, quelle est la probabilité du succès à votre avis? Donc le paramètre, c'est effectivement 0,2. Et vous savez que c'est ça le succès parce que dans l'agréablissime chemin, quand je utilise la lettre S, sans trop de fantaisie, hein, S c'est succès. Donc ça veut dire que S bar, ça va être... Et du coup, ça veut dire que la probabilité du succès, ça va être la complémentaire de 0,8, autrement dit 1 moins 0,8, autrement dit celle que vous m'avez tout à fait bien suggérée. Alors, si ici je voulais être vraiment pédisec et prolixe, pardon, des termes que vous connaissez très bien, ni l'un ni l'autre, hein. Prolixe et pédisec. Ces deux termes qui veulent dire pédisec, ça veut dire qui suit les instructions à la lettre, et prolixe, ça veut dire qui parle trop. Autrement dit, qui utilise trop de mots pour dire un truc simple. Prolixe. Bref. Si je voulais être pédisec et prolixe, j'aurais complété l'arbre ainsi. Ce qui est un peu long. Mais voilà, c'est un peu mon rôle aussi d'être pédisec et prolixe. Voire pédant. Que vous connaissez. Ah, il faut lire, les gars. Là, il faut vraiment se mettre à lire. Être pédant, c'est être pédisec, mais le faire est marqué aux autres. Un peu un c'est la pétanque, vous voyez ce que je veux dire? Être pédant, c'est un peu le premier de la classe qui vous dit non, mais ça, tu l'as mal fait. Un peu, tu vois, parce que là, il faut faire vraiment comme ça. Ça, c'est être pédant. D'accord? Alors, moi, c'est un peu mon rôle de vous expliquer les choses. Donc, je le fais parce qu'il faut que vous appreniez. D'accord? Mais si une personne vous embête, vous pouvez lui dire tu es vraiment pédante. Pédant. Voilà. Reproduire et compléter cet arbre. Ah, voilà, je l'ai fait. Mais bon, vous avez compris. Deuxième, on considère un schéma de Bernoulli dont on donne la représentation par un arbre pondéré. Je pense que là, c'est clair par contre. D'ailleurs, vous remarquerez un petit truc. Il s'agit... Les gars, vous lisez ou pas? C'est le même arbre. Ça va. Il inverse.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Disons qu'un changement de lettre près, c'est pareil. Allez. On considère un schéma de Bernoulli dont on donne la représentation par un pondéré, soit x la variable aléatoire qui, à chaque série de 3 résultats, associe le nombre de succès qu'on obtient. Précisez la loi suivie par la variable aléatoire x. Alors ici, on est en train de... je vous ai donné cet exercice sans vous avoir défini d'abord la loi, parce qu'en fait, c'est la deuxième question qui m'intéresse en vrai de vrai. D'accord? Donc, voilà, j'ai un peu bypassé. La loi qui est suivie, c'est la loi que je ne vous ai pas encore définie, mais je pense que vous l'avez compris parce que c'est le titre du chapitre, hein. C'est la loi binomiale. Alors ici, je ne veux pas encore vous expliquer tout, mais vous savez résoudre la deuxième question, et c'est ça qui m'intéresse ici. En vous aidant de l'arbre, déterminer la probabilité de l'événement x égale à 2. Alors ça, c'était exactement le sujet de mon dernier exercice que j'avais détaillé très longuement, de façon pédisec, dans le cours de vendredi. Alors si vous l'avez regardé, normalement, vous avez été capable de faire cet exercice. Que m'en dites-vous? Est-ce que, voilà, j'accepte des possibles résultats. J'écoute Ryan. Toi, tu as trouvé combien pour la probabilité du coup de l'événement x égale à 2? Toi, tu dis combien? 384. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, 84, pardon, excusez-moi. Est-ce que tous les autres qui ont levé la main étaient d'accord avec lui? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait l'exercice et qui du coup ne voit pas trop de quoi on parle? D'accord. D'autres? Non? Bon. Alors, moi je veux connaître la probabilité de l'événement x égale à 2. Première chose à faire, je vais chercher où sont les deux succès. Et là, c'est assez simple parce que du coup, je lis clairement où sont les deux. Il y en a 3. D'accord? C'est exactement la situation qu'on avait dans l'exemple que j'avais détaillé moi vendredi. D'accord? Évidemment, c'est avec d'autres paramètres. Là, c'était 0,1 et 0,9. C'était un exemple que j'avais conduit. Mais ici, voilà, c'est 0,2, 0,8. Ça ne nous dérange pas tant que ça. Bon. Donc, il y a 3 chemins qui me portent à voir cette situation. Le premier chemin, comme les 3 épreuves sont indépendantes, je vous rappelle que ça, c'est une des conditions pour avoir un schéma de Bernoulli. Attention, les 3 épreuves sont la même et elles sont toutes indépendantes. Et bien, du coup, je peux effectuer la multiplication, donc le produit entre les branches et surtout la probabilité. Donc là, je vais faire 0,8 fois 0, pour la première, hein, pardon. C'était pas spécifié. Donc c'est celle-là que je fais là. Donc c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,2. Celle-là, la deuxième, ça va être ce chemin-là. OK? Et donc je vais faire 0,8 fois 0,2 fois 0,8. Et enfin, j'ai une troisième couleur qui me porte à ce résultat-là. Donc, c'est échec, succès et succès. D'accord? Et j'arrive ici. Et là, je fais 0,2 fois 0,8 fois 0,8. Or, grâce à la magie de la commutativité, je sais que ces 3 produits, en fait, ils me donnent le même résultat. Et je sais que du coup, ça fait 0,64 fois 0,2 qui fait du coup... fois 2, ça fait 128, donc c'est 0,128. Et ça, magie de la commutativité, c'est la même chose. Et ça aussi. Et donc, il s'agit du coup de 3 chemins qui me donnent le même résultat. Si je veux la probabilité de x égale à 2, je dois donc additionner ces 3 valeurs. Et je trouve effectivement 0,384. Bravo, à vous. Est-ce que ça va? C'était difficile ou pas? Non, ça va, honnêtement. Very easy. Très bien. Juste pour être clair, du coup, ici, est-ce que vous pouvez me dire quel était le paramètre n? Et quel était le paramètre p? Quoi? Ah, merci. J'ai entendu, vraiment, je vous jure que j'ai entendu 2, mais voilà. 38, soit x, la variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 3 et p égale à 0,3. En vous aidant d'un arbre pondéré, déterminer les probabilités p de x égale à 0, p de x égale à 1 et p de x inférieur ou égal à 1. Alors, encore une fois, il y avait ce petit problème de lexique, mais je pense que vous avez pu le faire parce que, en vrai, vous avez toutes les informations nécessaires. À votre avis, c'est quoi cet arbre?
c'est 3 et 0,3. Alors, ce que vous allez réaliser, ça ressemblera à peu près à ça. Déjà, je fais l'arbre, du coup, il est vert. Donc, je vais faire 0,3 et l'échec. Ensuite, je vais faire 0,3 et l'échec. Je l'ai fait trop haut, l'échec. Je peux faire comme ça. Ensuite, je vais faire 0,3, 0,7, 0,7. Et là, je me retrouve avec S, E, S, E, S, E, S, E, 0,7, 0,3, 0,7, 0,3, 0,7, 0,3, 0,7, 0,3. Vous voyez, c'est rapide. Ok, donc maintenant que j'ai mon arbre vert, je vais devoir calculer des probabilités. Et il m'a demandé la probabilité que x soit égal à 0 et la probabilité que x soit égal à 1. Or, x, c'est qui? X, c'est la variable qui, j'arrive, compte le nombre des succès. Oui, Ayoub? Répète. Il me semble que dans le texte, il disait juste de céder. Alors, quand tu te fais aider par un arbre, ça veut dire que tu n'es pas obligé de le faire parfaitement comme moi j'ai fait, tant que tu arrives au bon résultat. Mais voilà, comme c'est aussi marqué qu'il faut céder par un arbre, ça me semble encore nécessaire que vous le fassiez dans cette phase. Bientôt, on va dépasser l'arbre, mais pas encore aujourd'hui. Donc, la première question, c'est calculer la probabilité que x soit égal à 0. Autrement dit, c'est la possibilité loser complet. Je le fais bien ou c'est l'autre côté pour vous? C'est ça bien? Vous savez ce que ça veut dire? Exactement. Donc, c'est le côté échec, échec, échec. Et le côté échec, 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 c'est donc quand vous avez un peu tout perdu. Et là, ça va être du coup le chemin échec, échec, échec. Autrement dit, 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Y a-t-il d'autres chemins que je devrais y additionner? Non, parce que dans tous les autres schémas, il y a au moins un succès. Au moins un succès. Bon, bah du coup, je vais faire juste ce produit-là. Et donc, je vais faire 0,49 fois 0,7. Et ça fait 0,343. N'est-ce pas? Vous le faites de tête, s'il vous plaît. Ne faites pas ça à la calculatrice, c'est facile. N'est-ce pas, Malek? Ok, 0,343, ça c'est donc P de x égale à 0. Je vais me l'écrire parce que c'est quand même joli. Ensuite, je vais faire x égale à 1. X égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire un succès. Donc, je vais indiquer cet événement là avec la couleur... non, c'est trop fort, on ne lit pas sinon. Rose. Donc, un succès, ça veut dire que j'ai combien de possibilités? Alors, je vais me les faire toutes. Succès, 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 non. Succès, succès, échec, non. Succès, ok. Là, il me faut du coup 2 échecs. Je vais faire échec et échec. Ça, c'est une première voie. Et donc, ça va être 0,3 fois 0,7 fois 0,7. Ça, je sais déjà combien ça fait. Ça fait 0,547. D'accord? Ensuite, deuxième chemin, rose. Cette fois-ci, je vais prendre au début un échec, ensuite un succès, et en troisième un autre échec. La probabilité sera la même. D'accord? Donc, je me rappelle que ici, quand je ferai les calculs, il y en aura un autre pareil. Bon. Et ensuite, je n'ai pas terminé, bien sûr. Il y a le dernier cas dans lequel, du coup, je vais faire échec et succès. Et donc, j'arrive à y additionner une troisième fois
0,547. Et ça me fait comme résultat final, c'est 0, alors ça fait, c'est 450 auquel je suis 0,09, donc ça fait 41. Donc, ça veut dire que la probabilité d'avoir x égale à 1, donc un seul succès, c'est égal à 0,441. Mais alors, la dernière question, c'était en déduire la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi la probabilité d'avoir un nombre de succès inférieur ou égal à 1? Imed. C'est la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1. Bien joué. Et donc ici, je me retrouve à faire 0,343 plus 0,441. Rien de tel qu'une belle addition posée pour être sûr de ces actions. Alors du coup, je vais additionner unité avec unité, ça fait 4. Dizaines avec dizaines, ça fait 8. Et centaines avec centaines, ça fait 7. Alors évidemment, ce n'était pas vraiment des unités, dizaines et centaines parce que j'étais avec la virgule, mais bon, c'est pareil. Là, je me rappelle que voilà, tout ça, c'était un 0, mais voilà, c'est pareil. Ce qui me fait quand même un sacré 78,4% si je l'exprime en pourcentage. Pas mal quand même. Dans un arbre, oubliez un instant le schéma de Bernoulli, mais prenez juste un arbre avec plusieurs étages du coup. Vous multipliez seulement quand les événements sont indépendants. Super important à retenir ça. Les événements doivent être indépendants. Le grand classique, c'est que soit c'est une même expérience que vous répétez. Par exemple, je lance une pièce, je relance une pièce, je relance une pièce. Chaque lancer de pièce il est indépendant du précédent. Ce n'est pas comme si ma pièce était telle de dire au lancer suivant « Eh, fais pile !» Non, ça ne marche pas comme ça. Une pièce ne parle pas au futur soi-même. Ok. Un autre cas, du coup, c'est vraiment quand vous avez deux expériences qui sont complètement indépendantes. Par exemple, vous avez un jeu de cartes, vous tirez une carte et ensuite vous lancez un dé. D'accord ? Si vous avez une urne avec 10 billes et que vous en tirez une et qu'après vous lancez une pièce, ce sont deux expériences qui n'ont pas d'influence l'une sur l'autre. Ok ? Cependant, si vous avez des billes qui sont composées d'aimants et qu'à côté, juste à côté, il y a des billes de fer, il se peut qu'il y ait un petit remélange, une influence de l'une sur l'autre. D'accord ? Parce que le phénomène physique, l'expérience aléatoire, n'est pas parfaitement séparé l'une de l'autre. Alors, attention, ce cas-là, il est super méga rare. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment le but de ce chapitre-là de l'étudier. Cependant, on pourra quand même vous poser des questions de type expliquer qu'est-ce qu'une expérience indépendante d'une autre ou pas. Okay. Un schéma de Bernoulli, vous le faites sur une suite d'épreuves qui sont répétées, toujours la même, et indépendantes. Cette indépendance, elle est vraiment importante. Vraiment. Je ne vais pas le souligner suffisamment. Vous l'avez compris du coup. S'il y a un truc qui est agréable par rapport à cette histoire de de schéma de Bernoulli, c'est que c'est très simple de définir un schéma de Bernoulli. Moi, j'ai juste besoin de deux paramètres pour faire cela. Le premier paramètre, il est ici, et le deuxième, il est juste là. Il s'agit du nombre de répétitions et du paramètre de l'épreuve de Bernoulli. Ça veut dire que même si vous modélisez deux choses qui n'ont rien à voir, si n et p sont les mêmes, le schéma de Bernoulli sera le même. Cas classique. Prenez une famille qui a deux enfants, mais vous ne connaissez pas le sexe des enfants. D'accord ? Vous voulez du coup déterminer quelles sont toutes les possibilités. Alors, on ne va pas dire quel sexe c'est le succès et quel sexe est l'échec. On va dire qu'on appelle simplement la possibilité fille-garçon comme donc deux branches à chaque fois. Et donc vous avez garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Et chaque branche a probabilité 0,5. Ça va. Maintenant, prenez une expérience aléatoire qui n'a rien à voir, c'est-à-dire le lancer de deux pièces. Vous avez pile et face,
pile, face. Et ensuite, pour chacun, pile et face, pile et face. Et sur chaque branche, c'est marqué 0,5. Schéma de Bernoulli parfaitement égal. Mais ça n'empêche qu'il s'agit de deux expériences qui n'ont rien à voir. Donc attention, hein, plusieurs expériences peuvent être identifiées par les mêmes deux paramètres. Donc nombre de répétitions, ici c'était à chaque fois 2, et le paramètre était à chaque fois 0,5. Eh bien l'arbre c'est le même. Juste, ce n'est pas obligatoire du coup que l'expérience soit la même. Donc retenez ça aussi, c'est un petit détail qui pourra être utile. Maintenant du coup on va parler de la fameuse loi binomiale, enfin. Et donc on va donner la définition suivante. Considérons un chemin de Bernoulli de paramètres, évidemment, on va dire n et p, modélisant n répétitions de la même épreuve de Bernoulli. Comme ça, je vous rappelle aussi le vocabulaire d'une simple épreuve de Bernoulli qui a du coup, c'est du coup l'expérience aléatoire qui peut avoir soit succès, soit échec comme résultat. D'accord? Voilà. Donc, on a ce schéma de Bernoulli. Eh bien, soit x est écrit en grand et majuscule, grand x comme ça, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès obtenus. Pluriel. On dit alors que x suit la loi binomiale de paramètres. Devinez quoi? Devinez quoi? NP. Absolument. Et comme on est des paresseux, on va donner aussi une notation pour dire ça de façon très rapide. On écrit ça de la façon suivante. On dit x, petite vague, comme ça. Et vous écrivez BNP. Aucune référence à une banque qui pourrait réellement exister est faite exprès, hein, c'est juste le hasard. D'accord? Binomial de paramètres n et p. Ça va, n'est-ce pas? Quoi? C'est bon? Copier? Parce que j'ai une propriété là, vous allez tellement adorer. Parce que vous voyez, si ça s'appelle la loi binomiale, il doit y avoir une raison. Binomial, ça vous fait penser à quoi? Binomial. Trop de choses. Levez la main et dites, sinon je ne comprendrai pas. Inès? Alors là tu es allé vraiment voir la toute première partie. Alors, binomial, quand même, pas juste bi. Binôme. Mais est-ce que déjà le même mot binomial, on ne l'a pas croisé quelque part dans notre cours? Oui, on l'a croisé dans le dénombrement, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les coefficients binomiaux. Donc, un seul, c'est un coefficient binomial.
Hein? C'est le même mot. Le même mot. Il doit y avoir une raison. C'est pas juste une coïncidence. N'est-ce pas? Et bien, du coup, je vous donne l'agréable. J'ai un peu décalé. Pardon. Propriété. Propriété. Soit, et là je vais utiliser du coup la notation abrégée, soit x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Alors, pour tout k entier entre 0 et n, on a probabilité que grand X soit égal à K. Et ça, du coup, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire probabilité d'avoir exactement K succès. D'accord? Cette probabilité-là, elle va être égale à la formule suivante. Ça va être la probabilité du succès à la puissance K fois la probabilité de l'échec à la puissance n moins K, le tout, évidemment, multiplié fois un glorieux coefficient binomial n parmi K. Non, K parmi n. K parmi n. Merci, Lucas. Je l'ai écrit dans le bon sens et du coup, je me suis dit, je dois le lire dans le sens opposé. Et du coup, j'ai lu dans le sens opposé, sauf que j'avais... Bref. Vous avez compris. K parmi n, merci. K parmi n. Ah, et d'ailleurs, quelque part, je vais rendre un contrôle dans lequel j'ai vu des personnes qui écrivent n fraction k à la place de juste faire k parmi n. Alors, ne faites pas le signe de fraction, hein. Jamais. C'est pas la même chose. Donc ça, on va l'encadrer encore une fois. Okay. Alors, déjà, analysons-la un instant avant de la démontrer, parce qu'il faut la démontrer, parce que la preuve est au programme. Yes. Regardez-la un instant. Est-ce qu'elle vous semble logique ou complètement insensée? C'est bien d'être sincère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une logique? Non? Alors, regardons un peu ces différentes composantes. Vous savez quoi sur la signification en français de la lettre P? P, c'est quoi? On a dit que P, c'était? Non. La probabilité d'un succès, d'un seul succès. Donc ça, je vais me le marquer. Ça, c'est la proba d'un seul succès. Ok, ça c'est P. Quel est le sens en français de 1 moins P? C'est la proba d'un échec, exactement. Alors, quand vous dites P à la puissance K, ça veut dire que vous voulez avoir eu exactement K succès. C'est ça la probabilité que vous voulez calculer. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais multiplier K fois la probabilité d'avoir eu un succès. Donc, si je veux K succès, qu'est-ce qu'il faut que j'ai obtenu? Eh bien, il a fallu que j'obtienne K fois un succès. Donc, je fais P fois P fois P, le nombre nécessaire de fois pour arriver jusqu'à K. Et si j'ai obtenu K succès, combien d'échecs j'ai dû avoir obtenu en même temps? Vous savez que je fais n épreuves. Si sur n épreuves, K c'est des succès, quelle est la partie qui doit être des échecs? N moins K. Donc ici, je suis en train de faire la probabilité d'un succès multiplié fois le nombre de succès que je vais obtenir, fois la probabilité d'un échec élevé à la puissance du nombre d'échecs que je suis censé obtenir. Et c'est parfaitement logique, parce que il y a 47 secondes, vous vous rappelez quand on a fait cet exercice? Cet exercice-là, il modélisait quoi? Eh bien, c'était le modèle d'un schéma de Bernoulli. Et X, ça indique quoi? Le nombre de succès. Donc ici, clairement,
on a que x suit bien une petite loi binomiale de paramètres 3 et 0,8. OK? Et qu'est-ce qu'on a obtenu, nous? On a obtenu que si je veux obtenir, c'était 2 succès, bah, du coup, je dois faire la probabilité d'un succès fois la probabilité d'un succès fois la probabilité d'un échec. Et ça, je l'ai réarrangé de 3 façons différentes. Au début, j'ai fait 0,8, 0,2, 0,8, ce qui fait 0,8 à la puissance 2, parce que c'était 2 succès, fois 0,2, qui est donc 1 moins 0,8, on est d'accord? Donc ça, c'est la probabilité de 1 échec. Donc ça, c'est déjà probabilité du succès puissance 2 fois probabilité d'échec puissance 1. Total, 2 plus 1, 3. 3, c'est le total des épreuves que je fais. Ici, j'ai fait 0,8 fois 0,8 fois 0,2. C'est la même chose. 0,8 puissance 2 fois 0,2 puissance 1. Et là, c'est encore la même chose, mais encore une fois, c'est dans l'autre ordre. Et donc, c'est 0,2 fois 0,8 fois 0,8. Donc, c'est 0,2 fois 0,8 à la puissance 2. Mais je peux toujours le réordonner et dire que du coup, c'est 0,8 à la puissance 2 fois 0,2 à la puissance 1. Okay? Ce qui est toujours la même chose. Donc, j'espère que maintenant, c'est un peu plus clair. Pour quelle raison? Dans cette formule-là, j'ai insisté beaucoup sur le fait que cette partie-là, la partie hachurée en jaune, là, celle-là, elle est logique en fait. Ça, c'est son K succès et N-K échec. Et c'est exactement ce que vous voulez. Et du coup, K parmi N, c'est le nombre de fois qu'on a cette possibilité. Exactement. Car, revenons un instant à notre petit arbre-là. Dans cet arbre, un truc qui a été rendu évident par cet exemple, c'est que non, vous n'avez pas un seul chemin qui vous porte à avoir 2 succès. Il y en a plusieurs. Mais combien? Combien de chemins? Moi, je veux pouvoir calculer ça de façon rapide. Et alors, juste sachez que combien de possibles chemins peuvent m'amener à avoir 2 succès, bah, ça correspond en fait à calculer un certain nombre de choix dans un ensemble. Parce que vous devez obtenir quoi? Bah, vous devez obtenir 2 succès parmi 3 épreuves. 2 parmi 3. 2 parmi 3, coefficient binomial. D'où son apparition. Et ça fait combien 2 parmi 3? 3. Et ça, c'était effectivement 1, 2, 3. Sauf que, quand on fait un schéma de Bernoulli aussi petit et court et mignon, on peut les calculer en faisant 1, 2, 3, parce que vous tracez les schémas. Mais quand on passe à avoir n égale à 20, n égale à 20, ça veut dire 20 répétitions de ce truc. Imaginez le nombre de possibilités que vous avez. Là, c'est plus possible de tracer les petits schémas à la main. Vraiment, c'est mort. Donc, il va falloir une autre technique, et cette technique-là, c'est cette magnifique loi binomiale. J'espère vous avoir éclairci pourquoi cette formule fonctionne. Donc, on va faire maintenant quelques exemples exercices. Pour chaque exemple, je vous donne une belle variable x qui suit une belle loi binomiale avec les paramètres suivants. 10 et 0,75. Et vous me calculez les probabilités suivantes. Alors, pour calculer les probabilités suivantes, j'aimerais bien que vous vous serviez pas simplement de la calculatrice, mais j'aimerais bien que vous écriviez à chaque fois quelle est la formule que vous allez ensuite écrire dans la calculatrice. Alors, je vais commencer par les détailler. On a 4 succès parmi 10. D'ailleurs, si on la lit en français, ça va presque nous redonner confirmation qu'on a bien fait. Nous, on veut quoi? On veut x égale à 4 succès. Donc, on veut 4 parmi 10 répétitions de succès. J'ai pas entendu. Si, il y a juste la manipulation à faire. Tu te rappelles, option? Je vais vous la montrer dans un instant, ok? 4 parmi 10 fois la probabilité d'un succès, donc 0,75, à la puissance 4, car c'est 4 succès que je veux, fois, et ici du coup j'aurai la probabilité d'un échec, qui est du coup 0,25, à la puissance 6, car je veux 6 échecs.
Pour la deuxième, ce sera 9 parmi 10 fois 9 succès, donc 0,75 à la puissance 9, fois 0,25 à la puissance 1. Mais du coup, à la puissance 1, je peux le laisser écrit comme ça. Pour le deuxième exercice, je change de paramètre. Donc là, c'est 10 parmi 25. Le tout multiplié fois 2 tiers à la puissance 10 parce que je veux 10 succès, fois, quel est le complémentaire de 2 tiers par rapport à 1 ? Ce sera 1 tiers à la puissance 15. Et enfin, le petit dernier qui m'intéresse parce que du coup, c'est un cas légèrement plus limite car je veux x inférieur ou égal à 3. Mais ça veut dire quoi x inférieur ou égal à 3 ? Ça veut dire que je veux soit 0 succès, soit 1 succès, soit 2 succès, soit 3 succès. Autrement dit, je commence par 3 succès. 3 parmi 25 fois 2 tiers à la puissance 3 fois 1 tiers à la puissance 22 plus 2 parmi 25 fois 2 tiers à la puissance 2, car je veux 2 succès, fois 1 tiers à la puissance 23. Vous voyez très bien que tout cela, ça correspond donc à la probabilité d'avoir x égale à 3, tout comme celui-là, il correspond bien à la probabilité d'avoir x égale à 2. Et là, du coup, je dois encore additionner deux probabilités analogues, c'est-à-dire 1 parmi 25 fois 2 à la puissance 3 à la puissance 1, donc je le laisse comme ça, fois 1 sur 3 à la puissance 24. Et enfin, plus, donc ça c'est P de x égale à 1. Et enfin, notre ami 0 parmi 25, donc que des échecs, fois, alors du coup ici le 2 à la puissance 3, il est devenu à la puissance 0. Et 2 sur 3 à la puissance 0, mais n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça, je peux juste le retirer de ma multiplication parce que 1, ça ne changera rien. Et donc il reste juste 1 sur 3 à la puissance 25, car il y aura 25 échecs. Et d'ailleurs, je sais aussi que 0 parmi 25, ça fait comme résultat allez, 1. Donc en fait, ici, tout ce que j'ai à calculer, c'est juste 1 sur 3 à la puissance 25. Pratique, quand même. OK. Voilà. Maintenant, la partie calculatoire. Alors, je ne vais pas toutes les faire parce que sinon, je n'aurai pas de temps pour corriger ce qui précède. Mais je vais quand même me munir de calculatrice. Ça, c'est le menu mathématique. Dans Casio, il y a du coup une touche qui s'appelle Options. D'accord ? Et dans Options, vous allez chercher dans Probabilité. Alors, à chaque fois que vous voyez dans les Casio des touches comme ça noircies juste en bas de l'écran, c'est parce que c'est en correspondance avec F2, F3, F4, etc. Donc, probabilité, vous voyez, c'est F3. D'accord ? Et là, vous avez, déjà, il y a les factoriels ici. Faites NCR du coup. Si je veux finalement écrire tout un calcul, comme par exemple celui-là, quand vous voulez l'écrire sur votre calculatrice, vous pouvez faire juste la chose suivante du coup. Alors déjà, je vais me munir de NCR. Ensuite, je vais mettre 10 et 4. D'accord ? Donc ça, c'est mon coefficient binomial. Je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses, mais je les mets juste pour vous faire comprendre que ça, c'est le morceau coefficient binomial. Fois, je fais 0,75 à la puissance 4. Fois, je fais 0,25 à la puissance 6. D'accord ? Et il me calcule le résultat, il va me donner du coup 0,016. Alors l'arrondi au millième, c'est déjà suffisant dans notre situation, d'accord ? Donc là, je vais juste marquer approximativement égal à 0,016. OK ? Et ensuite, vous pouvez faire le reste exactement avec la même technique, c'est-à-dire que vous vous munissez de ça. Et d'ailleurs, un conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'en général, dans les calculatrices, vous pouvez, alors mais pas dans la, ah oui, même dans la mienne, si vous faites avec la flèche de gauche, vous remontez à la ligne précédente et vous modifiez le contenu. Et bien d'ici, vous avez intérêt du coup, parce que du coup, si je veux faire la deuxième, je sais que maintenant 0,25, il sera à la puissance 1. Je sais que maintenant 0,75, il sera à la puissance 9. Et je sais qu'à la place d'avoir 4 parmi 10, j'aurai 9 parmi 10. D'accord ? Donc quand je fais le calcul, ça me donnera
oups, pardon, c'est 0,187 arrondi à 0,188 que vous trouvez ici. Ok? J'arrondis toujours au millième. Hein. Et ainsi de suite, évidemment, aussi pour les autres. Je pense que pour le moment, je peux m'estimer satisfait. Les exercices qui seront à faire donc pour la prochaine fois, ce sera vraiment sur ce type de compétences. Donc, c'est vraiment reconnaître une situation où il faut appliquer la loi binomiale et l'appliquer. D'accord? Vous le voyez, ce chapitre-là, il n'est pas dur. Il faut juste qu'on soit d'accord sous le vocabulaire. D'accord? Par exemple, je vous fais une description à l'oral et vous me dites comment je résous mon problème. Ok? J'ai un dé. Et mon dé, il est fait comme ça. Regardez comme il est mignon. Un tétratruc. C'est un tétraèdre. Un tétraèdre. Et donc, ce tétraèdre, il a 4 côtés. Et sur chaque côté, il y a une valeur numérique. Et juste derrière, dans la face qu'on ne voit pas, il y a un 4. Et d'ailleurs, le 3 aussi, j'aurais dû le pointiller parce qu'il se trouve en dessous. OK? Pour moi, le succès, c'est d'obtenir 4. OK? Je lance 10 fois ce dé et je veux connaître quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 succès. Quelle est la probabilité? Ok, quelqu'un qui veut essayer de me le dicter? Là, vous pouvez faire le calcul directement. Si j'utilise une variable aléatoire, elle va suivre quelle loi? Binomiale, avec quel paramètre? n est égal à 10. Voilà. Est égal à 1 quart. Voilà. Ok? Donc maintenant, moi je veux la probabilité de grand x égale à 5. Très bien. Et donc je fais comment? Attends. Yes. Fois. 1 quart puissance 100 Fois. fois 1 moins 1 quart. Donc, ça fait combien? 1 moins 1 quart. Ah, voilà. 3 quarts puissance. Exactement. Bravo. Regardez ce que j'ai ici. Suivez s'il vous plaît la correction directement sur votre copie. Je vous dis du coup l'exercice 2 parce que c'est le seul que j'ai le temps de tout faire. Vous avez une suite. Cette suite-là est composée de 2 termes qui sont additionnés. Le terme moins racine carrée de n et le terme moins 1 à la puissance n. Vous savez très bien que ce terme-là, il va osciller entre moins 1 et 1. Vous savez très bien que le terme racine carrée de n, il tend vers plus l'infini. Donc moins racine carrée de n va tendre vers moins l'infini. Une fois que vous avez saisi ce truc, vous savez que très probablement Vn devrait aller allègrement vers moins l'infini. Si elle va vers moins l'infini, ça veut dire que je suis dans le cas d'application du terme de comparaison et pas des gendarmes, parce que les gendarmes, je les applique seulement quand je tends vers une valeur finie. Donc, j'applique le théorème de comparaison. Le théorème de comparaison nécessite que je trouve une deuxième suite avec laquelle je puisse comparer Vn. Alors, la suite que je choisis pour comparer Vn, c'est du coup une suite qui soit plus grande qu'elle, que je vais donc situer de ce côté-là de l'inégalité. Parce qu'en faisant ainsi, je pousserai Vn vers le bas. Et quelle est la suite que je sélectionne? Ça doit être une suite qui ressemble beaucoup à celle-là, mais qui est un peu plus grande. Et donc, à la place de prendre la valeur moins 1, je vais prendre la valeur plus 1 de ce morceau, parce que lui, je sais qu'il oscille entre moins 1 et plus 1. Donc, je vais dire que Vn est inférieur ou égal à moins racine de n plus 1. J'affirme que ça, c'est vrai pour tout n appartenant à n antinaturel. Alors, cette partie-là, il faudrait en effet la mettre juste avant, hein, comme ça. Ça, plus le fait que la limite pour n qui tend vers plus l'infini de la suite racine carrée de n plus 1, avec un moins devant bien sûr, est égale à moins l'infini. Donc ces deux choses encadrées
vous permettre du coup d'appliquer le théorème de comparaison pour affirmer que lim de Vn pour n qui tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Voilà, ça c'est la fin de l'exercice. Ça m'a pris exactement du début à la fin 2 minutes. Vous en aviez 30. Alors voilà, moi c'est aussi moi et vous c'est aussi vous et c'est normal que j'ai sois un peu plus expérimenté. Allez, 3 minutes. Mais je tiens à préciser que un cerveau entraîné peut vraiment se débrouiller pour avoir 4 points rapidement. Le secret, c'est juste de s'entraîner plus. Merci de bien vouloir les noter. Ils se trouvent là.